Expert. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. On parle beaucoup de la justice, des dysfonctionnements de la justice aujourd'hui. Dans C'est quoi le problème ? On va évoquer les urgences. On l'a évoqué la semaine dernière, les temps d'attente aux urgences. Le temps d'attente a augmenté de presque 1 heure en 10 ans. Il y a beaucoup de choses à dire. On sera avec le docteur Yann Penvern dans un instant, président de SAMU Urgences de France. On va revenir évidemment sur l'affaire Liana, l'émotion nationale, l'indignation, la colère. La maman de la petite Rosa qui n'avait pas eu de réponse à sa plainte pour viol porte plainte contre l'État. On va parler également de l'absentéisme. Là aussi, c'est une enquête qui nous apprend qu'il y a de plus en plus d'absentéisme, même chez les cadres, même dans le privé. À quoi est-ce dû ? Bref, beaucoup de sujets avec vous, Gilles. Je vais vous parler de la nouvelle émission de Netflix à laquelle a participé François Hollande, qui s'appelle Dans la sauce. Alors, est-ce qu'un président doit être dans la sauce ? C'est une émission où les humoristes se vannent, mais d'une façon violente. Et évidemment, ça a beaucoup fait parler que François Hollande participe à ces émissions. On a des débatteurs très politiques. J'imagine qu'ils vont réagir à 10h30. Et puis on parlera de l'INSEE qui alerte sur la France qui vieillit. Dans 2030, on sera déjà, il y aura plus de personnes de plus de 60 ans en France. Évidemment, ça pose des questions sur les enjeux de la présidentielle, sur la retraite, sur évidemment la population qui vieillit. On ne fait plus d'enfants et on devient également peut-être un petit peu plus égoïste dans les couples qui n'ont plus envie d'avoir d'enfants. Et puis pour finir, dans 2 jours, c'est le démarrage de la Coupe du Monde et la délégation iranienne est arrivée à Tijuana parce que évidemment Trump ne veut pas que ça soit sur le territoire américain. Mais il se passe plein de choses avec cette Coupe du Monde. On va en reparler 0826 300 si vous voulez réagir à ces 3 sujets. Le temps d'attente aux urgences a augmenté de quasiment 1 heure en 10 ans selon une étude récente. Alors c'est une moyenne, parce qu'on va avoir des appels, et on attend vos témoignages au 0826 300 de gens qui vont nous dire ma mère a attendu, j'ai attendu plus de 10 heures, etc. Il y a des temps d'attente qui sont très très longs, mais la moyenne, c'est 3h10 en moyenne, effectivement, Valérie, parfois sur des brancards quand il n'y a pas de lit. 3h10 en moyenne d'attente entre l'arrivée aux urgences et la sortie après des soins. C'est une étude de la DRES qui révèle ce chiffre, la direction statistique du ministère de la Santé. 1 heure de plus, donc effectivement en 10 ans, la faute au manque de moyens estime beaucoup dans les rangs du personnel hospitalier, manque de moyens, manque de lits, etc. On le dit souvent, mais pas que. La ministre de la Santé estime qu'on va parfois aux urgences à tort, alors qu'on pourrait aller ailleurs, chez son médecin, ou pourquoi pas dans une maison de santé. Donc la semaine dernière, Stéphanie Rist a annoncé qu'elle allait étendre le filtrage par le 15. Vous savez, ça se fait déjà par endroits lorsque notamment les urgences sont en souffrance durant l'été, ou alors quand il y a des pics d'épidémie avec les virus d'hiver. Eh bien, dès l'automne prochain, dans une centaine d'hôpitaux du pays, dès cet automne. Donc, il faudra appeler le 15 d'abord pour savoir si on est admis aux urgences ou si, on nous envoie ailleurs. S'il faut aller ailleurs, les agences régionales de santé, en fait, vont décider au cas par cas si c'est un filtrage 24 heures sur 24, comme ça, par le 15, ou si c'est seulement, par exemple, pour la nuit ou pour le week-end, pour certaines périodes. En tout cas, la ministre de la Santé estime que cette régulation par le 15, ça permet de faire baisser la fréquentation des urgences de 20% tout de même, sans dégrader l'accès aux soins, assure Stéphanie Rist, puisque l'idée c'est que si on vous refuse au 15, c'est qu'il y a une autre solution pour aller ailleurs. Son objectif, en tout cas, la ministre de la Santé, c'est de généraliser d'ici 2 ans ce système de réorientation des patients. Alors la ministre a lancé d'autres pistes pour désengorger des urgences, lesquelles ? Oui, l'idée, ça serait aussi de pouvoir admettre directement à l'hôpital certains patients sans passer forcément par la case urgence, comme c'est le cas actuellement. Par exemple, des patients très âgés qui ont plusieurs pathologies et qui viennent des EHPAD. Il pourrait être admis à l'hôpital directement sans aller aux urgences d'abord. La ministre de la Santé veut aussi doter tous les établissements de santé d'un gestionnaire de lits. Alors, il faut savoir que les 3/4 des hôpitaux en ont déjà un, quelqu'un qui serait chargé de repérer les lits inoccupés dans les services pour y envoyer les patients des urgences pour les désengorger. Enfin, la ministre de la Santé veut aussi développer des salons d'attente pour éviter que certains patients mobilisent des lits quand ils n'ont pas besoin de lits, c'est-à-dire par exemple des patients qui attendent une opération ou un transport sanitaire. Alors, docteur Yann Penvern, bonjour. Vous êtes président de SAMU Urgences de France. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Juste une question, si je vais aux urgences et que j'ai pas appelé le 15, on va me mettre à la porte ?
Bonjour, alors merci de me donner la parole sur ce sujet important, puisque régulation de l'accès aux urgences n'est pas synonyme de restriction de l'accès aux soins. Je crois que c'est important de le réaffirmer vis-à-vis des gens qui nous écoutent. On est dans une mission de service public, évidemment on accueille tout le monde, même les patients et particulièrement les patients les plus fragiles et les plus vulnérables. Le sujet aujourd'hui est de bien orienter le patient dans la bonne filière de soins pour qu'il soit au bon endroit, au bon moment. Donc les patients qui relèvent des urgences rentreront aux urgences comme ils doivent rentrer aux urgences pour être évidemment soignés, mais un certain nombre de patients effectivement relèvent d'une prise en charge avec nos collègues de la médecine de ville et donc pourraient tout à fait être pris en charge par les médecins libéraux avec qui on travaille sur des articulations ville-hôpital pour répondre aux besoins de soins de la population. Donc ça c'est régulation à l'accès et réorientation des patients. C'est un point, mais qui concerne, vous le comprenez bien, des patients valides, ceux qui sont en capacité de marcher, ceux qui sont en capacité de pouvoir aller vers un cabinet de médecine générale, par exemple. Les patients aux urgences, vous l'avez dit, sont des patients qui sont parfois sur des brancards. Et donc, il y a un autre sujet qui a été évoqué, c'est l'accès des urgences qui constitue une ultra priorité pour nous, puisqu'on sait que la régulation à l'accès fait baisser effectivement un peu la fréquentation des services d'urgence, mais pour un certain type de patients, notre priorité, c'est de fluidifier la prise en charge de ceux qui sont sur des brancards et qui, le rapport de la direction de la statistique l'illustre très bien, pour qui on a du mal à trouver des lits, et notamment lorsqu'ils sont âgés et donc avec des conséquences sur leur santé. Donc il est urgent pour aujourd'hui, le diagnostic est fait, les préconisations sont faites, il faut passer au temps de la concrétisation et c'est ce qu'attendent les professionnels de santé, d'abord pour les patients et aussi pour leurs conditions de travail. Mais vous m'avez pas répondu, je vais aux urgences là sans appeler le 15, on va me mettre à la porte parce que je n'ai pas appelé le 15 ? Non, alors vous serez accueilli par un professionnel de santé qui va évaluer immédiatement si vous avez une situation de détresse. Si c'est le cas, évidemment, vous rentrez immédiatement et vous êtes pris en charge. Si vous ne relevez pas d'une détresse évidente, on vous demandera, sauf conditions particulières, je pourrais détailler juste après, effectivement d'appeler le 15 pour bénéficier d'une régulation médicale. Certains patients rentreront directement. Les patients qui relèvent, les patients vulnérables, les patients qui ne parlent pas français, les patients qui relèvent d'une prise en charge en santé mentale. Évidemment, tous ces patients-là, on se doit de les protéger et ils rentreront pour une évaluation par le médecin ou l'infirmière d'accueil. D'accord. Est-ce que les gens aujourd'hui passent beaucoup par sur internet à s'auto évaluer et est-ce que évidemment moi j'ai une douleur, j'ai de la fièvre, je vomis, j'ai mal au ventre, j'ai peur d'avoir une appendicite donc je viens. Et peut-être j'ai rien du tout mais j'ai vu sur internet que des vomissements, une douleur à tel endroit, vous avez des chances d'avoir une appendicite. Vous faites quoi? Et finalement j'ai rien du tout, c'était un problème d'estomac parce que j'avais mangé quelque chose de pas bon. Vous pouvez pas me reprocher d'être venu aux urgences. Alors, il n'y a aucun reproche à faire aux patients. Je crois que c'est un message important parce que les patients qui viennent aux urgences, ils viennent pas par plaisir. Je crois que c'est important de leur dire, ils viennent parce que soit ils ont une inquiétude, ils n'ont pas une bonne lecture du système de soins et l'orientation dans le système de soins peut être complexe parfois pour certains patients. Donc, c'est surtout pas un reproche à leur faire. Notre responsabilité, c'est de les orienter au mieux. Donc, appelez avant de vous déplacer, appelez votre médecin traitant. Et il y a un vrai sujet aussi, un certain nombre de patients n'ont pas de médecin traitant. Oui, lorsque vous avez un médecin traitant, vous appelez votre médecin traitant. Si vous n'avez pas de médecin traitant, vous essayez de trouver un créneau de soins non programmés, c'est-à-dire un rendez-vous avec un médecin. Et à défaut, évidemment qu'il faut appeler le 15, appeler le service d'accès aux soins pour que vous ne restiez pas sans solution, que vous ne renonciez pas aux soins, c'est très important, et puis que vous soyez orienté, le patient au bon endroit, au bon moment. Et en tout cas... Mais à une époque, le médecin traitant, il faisait sa tournée du matin. C'est-à-dire que moi, j'aurais eu mal dans la nuit, il serait venu le matin me voir. Et ça faisait une vraie sélection. Les médecins traitants ne font plus leur tournée. Il y a SOS médecin. Il y a SOS médecin, mais c'est pas le même prix que le médecin quand il faisait sa tournée. Est-ce qu'il faudrait pas réimaginer la tournée des médecins du matin? Alors,
nos collègues de la ville, on parle des urgences, hein, évidemment. Moi, je suis en responsabilité donc de représenter les professionnels de l'urgence, mais pour nos collègues de la ville, ils sont aussi extrêmement occupés. Pour autant, un certain nombre s'organisent pour répondre à ce qu'on appelle les créneaux de soins non programmés, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas de rendez-vous fixé à 15 jours, mais qui ont un problème de santé aigu et qui prennent en charge. Après, la ville, ce qu'on appelle la médecine de ville, a aussi ses limites en termes de capacité à faire. Et donc, c'est vrai qu'un certain nombre de patients viennent aux urgences par défaut de solution. Mais docteur, vous allez aller sur Doctolib, vous avez pas les rendez-vous sans rendez-vous. Et il n'y a plus de secrétaire médical. Donc, c'est pas vrai ce que vous dites. Moi, j'ai mal, je vais appeler mon médecin. Je peux vous dire que mon médecin traitant personnel, je suis obligé de passer par Doctolib. Et dans Doctolib, c'est les créneaux qui sont disponibles. Et s'il n'a pas de créneau, je peux pas me mettre entre 2-3 créneaux puisque j'ai plus d'interlocuteurs. Il y a le problème de la médecine de ville aussi, non, dans cette surcharge des urgences. Alors oui, évidemment, tous les patients qui ne trouvent pas de solution en ville, en tout cas pour partie certains qui ont besoin de soins, parfois sollicitent les urgences. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir appeler le 15 pour être mis en relation avec le SAMU, service d'accès aux soins, qui aujourd'hui arrive à réorienter vers la ville pour répondre à ce que vous évoquiez à l'instant, vers des créneaux de soins non programmés, donc des rendez-vous rapides en 48 heures avec un médecin généraliste ou un autre professionnel de santé qui pourra répondre aux besoins de soins des patients. Donc là, il y a aussi un sujet de bonne orientation des patients dans le système de santé, puisque je crois que je vais réaffirmer quelque chose qui peut paraître important, évident aussi, mais notre engagement premier, nous, en tant que professionnels de santé, c'est de répondre aux besoins de soins de la population. C'est surtout pas de passer la responsabilité aux autres. Voilà. Maintenant, évidemment que nos collègues de la ville prennent en charge des patients qui relèvent de la ville, et nous, urgentistes, il faut qu'on puisse se concentrer aussi sur parties qui relèvent de la médecine d'urgence, puisqu'un certain nombre de patients qui se présentent aux urgences ou qui sont aux urgences devraient pouvoir être pris en charge ailleurs. Alors on va continuer cette discussion. On va parler aussi de la difficulté aujourd'hui que vous avez à trouver des lits. On a depuis des années entendu des urgentistes, des médecins raconter qu'ils passent des heures et des heures à trouver des lits pour pouvoir admettre des patients à l'hôpital. Et puis on vous attend, auditeurs de Sud Radio. On aura Sébastien en ligne avec nous, 0826 300 300. À tout de suite pour nous raconter votre expérience aux urgences. À tout de suite. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, dans ce 10h midi, nous parlons du temps d'attente aux urgences qui a augmenté, les solutions proposées par la ministre de la Santé. On en parle avec le docteur Yann Penverne, président du SAMU Urgence de France. On a Sébastien qui voulait intervenir. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Quelle est votre expérience, vous, aux urgences ? En fait, il y a quelques temps, j'ai eu affaire à 15 jours d'intervalle. J'ai dû aller 2 fois aux urgences pour la même chose. Ma fille, en fait, était tombée dans les escaliers et s'était tapé la bouche contre une marche d'escalier. Donc, elle avait 5 ans à ce moment-là. Et donc, du coup, on a appelé le SAMU pour savoir ce qu'il fallait faire. Ils nous ont orientés vers des urgences pédiatriques sur l'hôpital Nord de Marseille, par exemple. D'accord. Et donc, quand on est arrivé, en fait, on a à peu près attendu, je pense, entre 3 heures et 4 heures. Après, on s'est fait recevoir par une externe d'abord qui a appelé un interne, sachant que ma femme était médecin, ils étaient presque moins qualifiés qu'elle pour le recevoir ma fille. Et ce qui m'a choqué, en fait, c'était pas forcément le temps d'attente, c'était surtout les gens qui venaient, qui étaient là pour juste des problématiques de fièvre et de bobologie, et qui venaient directement aux urgences sans se poser de questions, en fait. Ouais, il y avait pas. C'est vrai qu'on a notre enfant avec la bouche en sang, comme ça, on se dit bon. 15 jours plus tard, elle retombe sur pas tout à fait de la même façon, mais là sur le bord de la lit, elle était assez agitée. Hein. Ouais. Et elle retombe au même endroit sur la même zone. Du coup, on s'est dit bon ça ne sert à rien, on va pas aller courir jusqu'à Marseille, on va aller juste à Aix-en-Provence qui est à côté, et on est allé aux urgences. Et là, en fait, il n'y avait pas de médecin. Ah, pas de médecin aux urgences, mais où il y a un hôpital.
Non, il y a pas de médecin. C'est des infirmières qui gèrent les premières interventions. Et là, vous retrouvez, quand vous avez un enfant, vous avez une urgence qui est pas pédiatrique, c'est une urgence qui est pour tout le monde. Et vous retrouvez à côté de gens en état d'ivresse, des gens en délire psy. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et face à ça, j'ai trouvé que le personnel médical était fantastique. J'ai trouvé hyper courageux. Donc, le temps d'attente, moi, j'ai rien dit. Je l'ai pris sur moi. Là, cette fois-ci, on n'a attendu que 2h30. Mais c'était rocambolesque. Et là récemment on a eu une discussion parce qu'on a des copains quand même qui sont dans le milieu médical et d'autres pas. Et quand on apprend que par exemple on a des subventions de plusieurs millions d'euros pour des médiathèques dans des petits villages ou des villes moyennes autour de chez nous, et qu'on voit le manque de moyens dans les hôpitaux, je peux vous dire que franchement ça va se poser des questions sur la priorisation de l'argent public vis-à-vis de tout ça. Alors, merci de votre témoignage, Sébastien. Alors, docteur Penverne, je crois que dans ce que vient de dire Sébastien, on entend un petit peu tous les reproches qui sont faits aux urgences, un temps d'attente, des médecins pas forcément, des internes qui sont pas forcément très qualifiés, et puis ce sentiment que les gens qui sont là ne devraient pas être là. C'est un peu à chaque fois qu'on va aux urgences, on se dit mais qu'est-ce que ces gens font là, ils ont rien, enfin la bobologie, c'est une critique qu'on fait souvent aux urgences. Alors oui, j'ai entendu aussi de votre auditeur la reconnaissance envers les professionnels de santé, et donc évidemment merci, et je le rejoins vis-à-vis de l'engagement de tous les professionnels de santé qui œuvrent chaque jour dans nos structures de médecine d'urgence. Un certain nombre de patients, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent trouver une solution alternative. C'est tout un enjeu, c'est toute la régulation du flux en amont. Mais pourquoi est-ce qu'on attend? C'est aussi parce que les professionnels de santé sont occupés avec d'autres patients, et particulièrement tous les patients qui sont en soins et ceux qui restent en attente de lit, et qu'il faut aussi surveiller, qu'il faut aussi assister. Donc on a un sujet sur l'attente des lits qui est un sujet majeur, ultra prioritaire. Aujourd'hui, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a fatalité, les changements sont possibles, il faut qu'on puisse prendre les décisions parce que les solutions, elles existent pour pouvoir hospitaliser des patients rapidement, et notamment les plus âgés, qui sont des patients qui vont potentiellement se dégrader en termes d'état clinique. Et donc, il faut pouvoir les hospitaliser dans des services, les mettre en délit. Voilà. Alors après, pour revenir sur ce que disait votre auditeur, effectivement, on a un sujet d'orientation. Parfois, les patients se présentent dans le service d'urgence de proximité. C'est du bon sens. On a envie de faire ça. Mais l'enjeu, c'est aussi de pouvoir peut-être appeler avant de se déplacer, parce que il vaut mieux faire peut-être 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure de route pour aller au bon endroit au bon moment. Je prendrai un exemple, un accident vasculaire cérébral. La réponse n'est pas forcément dans le service d'urgence de proximité. Il vaut mieux avoir une régulation médicale, un transport sanitaire avec des ambulanciers privés vers une unité neurovasculaire qui se situe peut-être à une demi-heure de route, je ne sais pas, par exemple, mais aller au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc il y a un vrai sujet d'orientation du patient dans le système de santé de manière pertinente pour qu'il soit pris en charge, voilà, de manière qualitative. Mais pourquoi on manque de lits? Pourquoi il n'y a pas de lits? Alors, je rejoins aussi ce que disait votre auditeur sur les moyens à mettre au niveau de l'hôpital. Il y a un sujet, de capacité en termes de nombre, mais aussi principalement de disponibilité. Le rapport de l'adresse, la direction de la statistique l'illustre bien. Le matin, on a plus de difficultés à trouver des lits, et notamment pour nos patients les plus âgés. Donc, il va falloir mettre en place des systèmes qui permettent de libérer les lits précocement pour que les patients qui sont des patients sortants puissent évidemment libérer le lit, et que les patients en attente puissent monter sans que ce soit, je dirais, préjudiciable pour leur état de santé, puisqu'ils sont pour la plupart sortants. Vous voyez, donc il y a tout un process de fluidification, de libérer les lits. On manque parfois de transporteurs sanitaires privés d'ambulances privées pour que les patients sortent de l'hôpital. Donc il y a un sujet aussi de renforcer les transporteurs ou les ambulanciers privés pour fluidifier finalement la prise en charge des patients qui sont en train de sortir, qui vont plus facilement libérer le lit, et donc libérer la place de tous
toutes celles et ceux qui sont en attente dans nos services d'urgence. Alors j'ai vu qu'une des solutions, entre autres dans un article du Point, est parfois utilisée par le SAMU de Lyon, c'est l'IA. L'IA qui analyse votre voix, votre respiration, votre débit de chaque mot, de votre comportement et qui décide de vous envoyer à l'hôpital ou pas. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, l'IA pourrait, alors pas désengorger les urgences, mais apporter une vraie solution? Alors, l'IA, évidemment, c'est un outil qu'on intègre déjà en médecine d'urgence à plein de niveaux, et vous avez raison de dire que ce sera une aide très précieuse pour, je dirais, faciliter notre métier. Ce qu'il faut dire à vos auditeurs, c'est évidemment, ça ne remplacera pas les soignants. La relation humaine, l'humain va rester au centre de notre pratique parce que c'est vraiment notre essence. Mais ça va faciliter la gestion des flux des patients, la gestion vous l'évoquiez à l'instant, de l'analyse des appels téléphoniques pour limiter le risque d'erreur, pour prioriser certaines demandes par rapport à d'autres, pour anticiper tous les flux de patients, pour faciliter certains diagnostics, et je pense notamment à la aux radiographies faites aux patients. Donc on intègre déjà l'intelligence artificielle, et c'est que le début. Il va falloir qu'on continue de travailler avec ces nouvelles technologies, évidemment, au bénéfice des patients, mais aussi des professionnels. Vous êtes pour que lorsqu'on appelle le 15, tout soit analysé par l'IA avant de tomber sur une personne humaine? Alors, je pense qu'on peut paralléliser les deux. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, vous l'évoquiez, sur la reconnaissance de mots, de cris, de souffle, d'une respiration, par exemple, pourrait tout à fait surprioriser un appel et faire en sorte que cet appel soit traité avant d'autres, considérant qu'il y a potentiellement une urgence. C'est aussi le travail de nos assistants de régulation médicale. C'est les professionnels qui décrochent les 37 millions d'appels par an en France, quand même. Et donc l'IA va nous faciliter le travail pour prioriser ces appels. Et puis c'est aussi l'occasion, si vous voulez, lorsqu'on a une écoute par l'intelligence artificielle de l'appel, de pouvoir corriger une erreur possible d'interprétation ou d'orientation d'un praticien. Parce que l'erreur, évidemment, on lutte au quotidien pour éviter, pour prendre les bonnes décisions, mais on est tous faillibles. Et donc l'enjeu de l'IA, c'est de pouvoir corriger le tir aussi à un moment donné où on pourrait percevoir peut-être en tout cas une mauvaise orientation. Est-ce que une dernière question sur l'attractivité des services d'urgence pour les médecins, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants, enfin de jeunes médecins se dirigent vers le salariat, vers des laboratoires, de moins en moins vers de la pratique même individuelle. Est-ce que c'est le cas aussi pour les médecins urgentistes? C'est moins attractif que par le passé? Alors merci, c'est une question centrale. La médecine d'urgence est une médecine attractive, passionnante. Elle fait pas débat auprès des jeunes, des plus jeunes confrères sur l'intérêt même du métier. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est que les conditions de travail font que un certain nombre, et notamment les plus jeunes, s'interrogent sur leur avenir et pensent à changer d'orientation et de spécialité. Donc c'est pour nous un enjeu majeur de faire en sorte que les conditions de travail s'améliorent. Alors d'abord pour les patients parce qu'on les prendra mieux en charge, mais aussi pour faire en sorte que nous soyons plus attractifs pour assurer la réponse de demain. Parce que la question demain, c'est si nos plus jeunes changent de spécialité, comment est-ce qu'on va assurer la prise en charge des patients dans les services d'urgence. On a pu évoquer ce sujet avec la ministre de la Santé la semaine dernière au Congrès national de médecine d'urgence. Il y a, pardonnez-moi, je vais le dire de manière un peu simple, mais il y a urgence à agir, urgence à concrétiser les changements pour que on puisse fidéliser nos plus jeunes médecins et que on une approche générationnelle de la pratique. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin, docteur Yann Penverne, président de SAMU Urgences de France, et on rappelle le travail phénoménal qui est fait par les médecins, par tous ces professionnels de santé qui ne sont pas en cause en fait quand on parle d'attente aux urgences, et il faut, comme Sébastien, notre auditeur, le disait, saluer tous ces médecins, ces infirmières qui sont là dévoués au service des patients. Merci à vous, on se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.